Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyre pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi ? « 2000 ans d'histoire ». Le 28 juillet 1794, sur la place de la Révolution, 3 charrettes de condamnés à mort arrivent au pied de la guillotine. Depuis l'exécution de Louis XVI, le spectacle est devenu si banal qu'il n'attire plus grand monde. Mais ce jour-là, tous les Parisiens sont là, car parmi les 22 hommes qui vont mourir, se trouvent quelques-unes des figures les plus terribles de la Révolution. Henriot, commandant de la garde nationale, à moitié ivre et l'œil droit pendant sur la joue. Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, qui se vantait naguère de faire tomber des têtes comme des ardoises. Couthon, infirme des 2 jambes, et qu'il faut porter le premier sur la plateforme de la guillotine. Il y précède son collègue du comité de salut public, Saint-Just, l'archange de la mort, froid et hautain jusqu'à la dernière minute. Mais celui dont on est venu voir la tête tomber dans le panier de la guillotine, c'est l'homme le plus connu, le plus redouté, le plus mystérieux d'une révolution qui s'achève. Maximilien Robespierre, principal artisan et dernière victime d'une politique insensée, décrétée 10 mois plus tôt par la Convention, le 5 septembre 1793. La terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Patrice Guénifet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, auteur récemment d'un livre sur la politique de la terreur, une politique justifiée à l'époque par Robespierre, on vient de l'entendre, au nom de la vertu. Est-ce que c'est bien Robespierre qui est l'artisan ou le seul artisan de cette politique qui a été terrible ? On peut répondre assez simplement, c'est l'un des artisans de la terreur. La terreur a eu bien des origines, une origine populaire, spontanée, que les hommes politiques de l'époque ont suivi faute de pouvoir l'empêcher, et qu'ils ont également exploité pour des raisons de combat politique, de conflits entre factions révolutionnaires, de lutte aussi contre les ennemis de la Révolution. Et donc puis il faut rappeler qu'il y a la guerre à l'extérieur, il y aura l'insurrection de la Vendée. Oui. Tout à fait. Donc on ne peut pas dire que la terreur ait été le résultat d'une intention consciente ou d'une politique élaborée étape après étape, de façon tout à fait claire au départ. Simplement, il a été, parmi les artisans de la terreur, ou ceux qui l'ont exploité, l'un des principaux. Robespierre, oui. Et à la fin, il a fini même par l'incarner à lui tout seul, ou presque, dans les semaines qui ont précédé sa chute. Et par en être victime même. Alors, avant de parler avec vous de la politique de Robespierre, je voudrais qu'on dresse un peu son portrait à partir de ce qu'en disaient ses contemporains, la revue de texte Stéphanie Duncan. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand se souvient d'une séance de l'Assemblée nationale au début de la Révolution. À la fin d'une discussion violente, je vis monter à la tribune un député d'un air commun, d'une figure grise et inanimée, régulièrement coiffé, proprement habillé comme le régisseur d'une bonne maison ou comme un notaire de village soigneux de sa personne. Il fit un rapport long et ennuyeux. On ne l'écouta pas. Je demandai son nom. C'était Robespierre. Alors on sent là bien là que Chateaubriand ne l'aime pas beaucoup, mais il lui reconnaît tout de même une certaine élégance d'Ancien Régime, tout comme Madame de Staël. À la Constituante, dit-elle, Robespierre était le seul à porter de la poudre sur ses cheveux, mais, elle ajoute, ses traits étaient ignobles, ses veines étaient d'une couleur verte. Alors pour compléter ce tableau, il semble que Robespierre était bourré de tics nerveux. L'écrivain Charles Nodier, qui a passé son adolescence au milieu des révolutionnaires, se souvient, je cite, de ces tics qui tourmentaient les muscles de sa face. Un autre signe de nervosité, il se mordait les ongles. C'est en tout cas ce que Madame Roland écrit quelque temps avant de passer elle-même sur l'échafaud d'ailleurs.
Alors, le député Dussault, qui détestait Robespierre au point de cracher sur son cadavre 3 jours après sa mort, disait de lui « Jamais il ne regarda en face un honnête homme », tandis que l'écrivain Sébastien Mercier, auteur entre autres du Tableau de Paris et par ailleurs ami des Girondins, donc ennemi, considère Robespierre moralement comme un nain, avec un caractère pusillanime, même sombre et défiant, et des conceptions barbares. Le jacobin Hülsner n'est pas plus aimable. « Je ne connais personne de plus insupportable, dit-il, de plus arrogant, de plus taciturne et de plus ennuyeux que Robespierre. » Et Barras, qui contribuera à sa perte, affirme qu'il était d'une insensibilité absolue. En tout cas, même ses pires ennemis, une chose est sûre, ils reconnaissent son désintéressement. On dirait que l'argent lui fait peur, disait Danton, qui lui était plutôt du genre jovial et bon vivant. Et Robespierre, l'incorruptible, passe aussi pour avoir un égo démesuré. Le jacobin Loiseau se plaint de sa manie de, je cite, « parler toujours de soi, de ses vertus, de ses principes, des sacrifices qu'il a faits à la liberté, des dangers dont il est entouré. » Alors, heureusement pour sa mémoire, Robespierre avait une sœur qui dira un peu de bien de lui. Elle parle notamment de sa débonnairté, un mot un peu bizarre même. Et au bout du compte, on peut quand même se demander s'il était aussi affreux que ça. Une seule chose est sûre, c'est qu'il avait beaucoup d'ennemis. Alors, à l'écoute de ces textes, on connaît un peu le portrait de Robespierre. Il a été fait maintes fois, mais là, ce sont des textes de contemporains. Un personnage intransigeant, ennuyeux, solitaire. Est-ce que c'est un portrait exagéré ? Oui, c'est un portrait exagéré. C'est le portrait de la légende noire qui a suivi sa chute. Il a été victime d'une légende noire dès le lendemain de Thermidor. Comme tout vaincu en politique, qui est bien sûr chargé par ses adversaires, puisqu'ils avaient intérêt, puisqu'il était mort, à lui imputer tous les crimes dont eux-mêmes étaient parfois responsables. Mais c'est vrai que c'était un personnage qui était sévère, austère, comment dirais-je, avec l'habitude de dénoncer tous les travers de ses contemporains. On dit beaucoup que c'est sa jeunesse qui en est à l'origine de tout ça. Sans doute, il y a un fond qui tient à sa personnalité et à une enfance qui a été effectivement solitaire, puisque sa mère était décédée alors qu'il avait 6 ans. Il est né à Arras, il faut le rappeler, en 1758. 58, oui. Exactement. Son père ensuite a disparu en emportant l'héritage de ses enfants, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à la fin de ses études de droit à Paris, au lycée Louis-le-Grand, grâce à une bourse de l'évêché d'Arras. Il s'est retrouvé chef de famille, en quelque sorte, puisqu'il devait s'occuper de sa sœur et de son frère plus jeune, et sans ressources. Il était avocat, mais pas un grand avocat, il subsistait, sans aucun doute, mais dans des conditions extrêmement médiocres. Sans ressources et sans femme, hein. C'est vraiment un solitaire, cet homme. Il passera ses derniers jours dans une maison, la maison Duplay, mais enfin, vraiment, c'est un homme qui n'a pratiquement pas d'amis, on a ce sentiment. C'est un homme sans amis, et d'autant plus sans amis que le pouvoir viendra. C'est-à-dire, plus il sera puissant, moins il aura d'amis, ce qui est peut-être une condition pour exercer et conserver le pouvoir. Sans femme, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre faute d'éléments. Sans femme légitime, ça c'est sûr. Sans fiancé, c'est sûr. Quant au reste, on n'en sait absolument rien. Alors, il arrive donc en 1789, il a 31 ans, il arrive à Paris, il adhère tout de suite aux idées de la Révolution, vous dites qu'il s'engage tout de suite dans l'extrême gauche. Cela dit, on ne parle pratiquement pas de lui pendant 4 ans, jusqu'en 93. Patrice Guénifet. C'est vrai à la Constituante, dont il est membre comme député d'Arras, où il est éclipsé par des gens de bien plus grande réputation, comme Mirabeau, Lafayette, etc. Mais ce n'est pas vrai en dehors de l'Assemblée parlementaire, puisque dès la fin 1790, donc après 1 an et demi d'action politique, il est très connu, non seulement aux Jacobins de Paris, où il exerce une grande influence, à mesure que l'influence de Mirabeau décline, et en province, où il commence à être célébré comme le défenseur pur, intransigeant et surtout incorruptible de la Révolution. Incorruptible d'ailleurs, Patrice Guénifet, il en donne un peu la preuve parce que il est à l'origine d'une décision tout à fait étonnante. Lorsque la constituante, la première assemblée qu'on ait connue, qui héritait des États généraux, se sépare en 1791, il fait voter une loi décidant que la nouvelle assemblée, celle de la nouvelle constitution, eh bien, il y aura personne de la constituante, c'est-à-dire que les députés de la constituante ont dû admettre qu'ils ne seraient pas députés à l'Assemblée législative. Mais le grand moment où il arrive vraiment, comment dirais-je, où il se fait connaître, c'est aussi un moment pendant lequel on découvre un personnage assez curieux. Vous dites que c'est un personnage d'extrême
l'extrême gauche. Or, il est monarchiste beaucoup plus que républicain. Il considère qu'il faut une monarchie à la France. Il est religieux, il n'est pas catholique pratiquant, mais il va même créer, on le verra, une révolution. Et il veut mettre un terme à la révolution. Et puis surtout, il est un adversaire de la guerre, puisque en 1793, lorsque les Girondins et Brissot veulent la guerre, eh bien, dans une séance aux Jacobins, il s'y oppose. Il faut détruire l'armée d'émigrés qui se rassemble à Coblence, tandis que nous parlons. Alors seulement quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Écoutez-moi. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis girondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire? Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent. Personne n'aime les missionnaires armés. Alors c'était Robespierre s'opposant à Brissot, refusant la guerre. C'est assez extraordinaire, on imagine mal cette caractéristique de Robespierre. Je crois que ce qui frappe chez lui, c'est son génie politique et notamment sa capacité à mesurer les conséquences des décisions qui sont prises. Et dans le cas de la guerre, il comprend tout de suite, très vite, quelques jours après que la question soit venue à l'ordre du jour, que la guerre est un moyen pour les Girondins de relancer la Révolution. Et dans la mesure où Robespierre appartient en quelque sorte à la génération antérieure, celle de 89, il en partage le projet qui est de terminer la Révolution. Et il comprend qu'avec la guerre, les choses vont devenir incontrôlables et sans fin. Et surtout que la guerre va être dans ses débuts, au début de 93, va être perdue. Et ce qui, du coup, donne à Robespierre, je crois, la réputation d'être un homme très lucide. Et là, il commence effectivement, à la Convention, au Comité de salut public un peu plus tard, à être de toutes les grandes décisions de la Révolution. Tout à fait. La guerre a fait de lui au moment de la guerre, il s'est montré comme un modéré qui voulait arrêter la Révolution. La guerre ayant été déclarée est perdu. D'où une surenchère d'événements qui radicalisent la Révolution. Robespierre, qui là encore fait preuve de génie politique, ne cherche pas à s'opposer au mouvement, il le suit. Et désormais, effectivement, il va être parmi ceux qui vont pousser à la radicalisation permanente de la Révolution, qui n'a pas été terminée, en attendant le moment où lui-même pourra donner ce coup d'arrêt, qui reste, à mon avis, son objectif ultime. Alors il va être effectivement un peu à l'origine du 10 août 92, l'invasion des Tuileries, la capture du roi, le procès précisément et la condamnation de Louis XVI. Il était pourtant monarchiste, Patrice Guénifet, c'est assez étonnant. Oui, c'est vrai, il ne voulait pas la fin de la monarchie, il n'était pas républicain, il faut le rappeler. C'est vrai que c'est une question de mots. Les mots ont changé de sens par rapport à l'époque. Quand Robespierre est monarchiste entre 89 jusqu'au moment où le roi chute, en 92, il n'est pas royaliste, au sens qu'on donnerait aujourd'hui au terme, c'est-à-dire par fidélité à une dynastie. Il partage les principes qui seront plus tard ceux de la République, la souveraineté du peuple, par exemple, etc., etc. Simplement, il pense qu'un exécutif monarchique convient mieux à la France qu'un exécutif élu, qui à l'époque est toujours considéré comme devant être collégial. C'est-à-dire que le président de la République de l'époque, c'est un collège d'individus. Et il pense que ça fait un gouvernement faible qui ne peut pas convenir à la France. C'est uniquement dans cette mesure-là qu'il est monarchiste, mais pas par fidélité aux Bourbons. Alors en tout cas, le gouvernement royal, évidemment, disparaît avec le procès, la mort de Louis XVI. Et là, c'est le comité de salut public qui va littéralement gouverner la France, dans lequel Robespierre entre en juillet 93, après avoir contribué aussi à faire tomber les éléments modérés qui étaient les Girondins. Et puis alors il prend le décret, il fait prendre le décret instituant la terreur en septembre 93. Et puis il élimine toutes les factions, les plus extrémistes, les hébertistes en mars 94, et puis les modérés, Danton, son ami, enfin entre guillemets, en avril 94, et des Moulins. Et c'est extraordinaire, la violence de cette politique. Oui, je pense qu'on pourrait lui appliquer un mot de Machiavel qui est bien connu, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour faire l'homme et un temps pour faire la bête. Et que pour lui, en mars-avril 94, le moment est venu de faire la bête et d'éliminer toutes les factions qui menacent le pouvoir et qui menacent surtout l'établissement d'un pouvoir fort, donc capable de mettre un terme à la Révolution.
Et puis en mai 94, il prend cette décision étonnante, établir un culte nouveau, le culte de l'être suprême. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Robespierre. Alors c'était sur une musique de Gossec en 1794, l'hymne à l'être suprême, un culte républicain célébré en grande pompe le 8 juin 1794. Peuple de France, République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui. Et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Je prends pour le Je pape. ne parle pas d'un Dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Et le tien, celui des meurtriers! Rassemblés pour exprimer la dévotion du peuple français à l'être suprême. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme, et voici que naît la sublime déesse de la raison. Embrasse-la pour moi! C'est donc Robespierre le 8 juin 1794. Alors, l'être suprême, c'est un culte absolument extraordinaire, étonnant. À quoi est-ce que ça correspond, Patrice Guénifet ? C'est un culte qui a été beaucoup raillé depuis, déjà à l'époque, mais surtout depuis. En fait, ça correspond à une idée assez classique au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que la religion a une utilité sociale,
c'est quelque chose qui permet d'agir là où la loi et la police ne peuvent pas agir. Ça agit sur les consciences et ça incite plutôt les hommes à se comporter bien envers leurs semblables que mal. Oui, mais ça marchait pas du tout. C'est ce charabia extraordinaire. C'est un langage apparemment, d'époque. je crois qu'il a été chahuté, comme on l'a entendu dans cet extrait de film. Il a été chahuté par ses collègues de la Convention pour une raison très simple, c'est que depuis 3 ou 4 mois, ils étaient engagés dans une politique anti-religieuse. Donc c'était un tel changement d'orientation politique qu'ils y voyaient une menace à leur encontre. Et ils n'avaient pas tort d'ailleurs. Mais du même coup, on ne peut pas dire que ailleurs, dans l'opinion, le culte ait été mal accueilli. Il a été accueilli comme une annonce de la fin de la Révolution, c'est-à-dire de retour à un ordre de choses normal, où la religion jouait à l'époque un très grand rôle. Et en même temps, on a le sentiment, Patrice Ganifet, que c'est un peu la fin de Robespierre. Il se fait chahuter en juin 94, on vient de l'entendre, c'est 1 mois et demi avant sa chute, c'est le début du déclin, et en même temps, c'est l'accentuation par Robespierre, d'ailleurs ceci explique peut-être cela, de la terreur. C'est la grande terreur qui commence en juin 94. Moi, je partage pas cette analyse. Je pense que le culte de l'être suprême est effectivement destiné à l'après-révolution et annonce le retour à un ordre de choses normales, mais que parallèlement, et de manière complètement séparée, Robespierre engage une politique de radicalisation de la terreur parce que son but, c'est d'éliminer les derniers concurrents qui lui restent. Et il pense que tant qu'il ne les aura pas éliminés, il ne pourra pas appliquer ce programme annoncé le jour de l'être suprême. Et le 10 juin 94, donc, il prend des mesures terribles, hein. Il facilite la tâche du tribunal révolutionnaire, donc début de la Grande Terreur, et 15 jours plus tard, le 26 juin, voilà que la victoire de Fleurus retire au fond, comment dirais-je, la justification de la terreur. Or, elle se maintient et elle s'accentue. Elle s'accentue pour des motifs exclusivement de politique intérieure, de lutte pour le pouvoir, et du côté de Robespierre, de volonté de consolider le pouvoir absolu que lui a donné la mort de Danton. Mais du même coup, pour lui, Fleurus est une terrible nouvelle, c'est une victoire des armées françaises, c'est le fait que les armées étrangères sont rejetées au-delà des frontières, mais en même temps, politiquement, ça lui retire en effet la seule justification de la terreur, qui était la défense nationale. Et là, il y a une espèce de complot qui va se dresser contre lui, à ce moment-là, Patrice Ganifet. Oui, ça c'est controversé aussi. C'est-à-dire que la fin est très obscure chez Robespierre, les derniers mois, les dernières semaines. En fait, on ne sait pas qui fait un complot. C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui manœuvre en vue d'une sorte de coup d'État qui lui permettrait d'en finir, d'épurer la Convention, de liquider les Fouché, les Barras, etc. Ou bien est-ce que ce sont ses adversaires, les Fouché, les Barras, etc., qui, se sentant menacés, se coalisent pour le renverser? Alors, ils se sentent effectivement menacés parce que ils ont raison. Il y a cette extraordinaire séance du 8 Thermidor, la veille du 9, la veille de la chute de Robespierre, le 8 Thermidor, donc le 26 juillet 1794, lorsque Robespierre vient à nouveau à la Convention pour demander des têtes. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyen. Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. Citoyen, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. Des noms! Oui, des noms! Des noms! Des noms! Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran! Mort au tyran! Mort au tyran! Mort au tyran! Je demande la parole! Tu n'as plus droit à la tribune! Robespierre! Je propose un décret d'accusation contre Robespierre! C'est donc la séance du 8 Thermidor, une des séances les plus extraordinaires de la Convention, des plus violentes aussi, des plus passionnées. Tout à fait, oui. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Plus personne n'a peur de lui. Enfin, ou plutôt, on a tellement peur de lui, on a tellement peur, effectivement, parce qu'il ne donne pas de nom, de faire partie des futurs condamnés à mort, qu'au fond, se dresse contre lui. Oui, Robespierre a toujours fait ça, c'est-à-dire qu'il a toujours dénoncé sans donner de nom. Et je pense que le plan prévu, qui a raté, mais ça devait se passer de la façon suivante, Robespierre dénonçait une vaste conspiration, ce qu'il fait le 8, et 2 jours plus tard, Saint-Just devait monter à la tribune pour donner les noms des têtes à faire tomber. Simplement, le fait qu'il n'ait pas donné de nom au terme d'un discours très long, et après une attente de plusieurs semaines, au cours de laquelle ses adversaires se sont concertés et préparés à la résistance, ça fait que l'opération cette fois ne marche pas du tout.
Et se passe ce qu'on pourrait appeler, c'est le syndrome Ceausescu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 89, où Ceausescu, à son balcon, habitué à prononcer ses discours, tout d'un coup entend une opposition et s'arrête muet. Et c'est ce qui se passe avec Robespierre. De ce moment-là, il est comme tétanisé, parce qu'il n'a plus l'habitude non plus d'avoir des contradicteurs. Et arrêté donc le 9 Thermidor, le 27 juillet 94, exécuté avec Saint-Just, avec Couthon, le 10, place de la Révolution. Place de la Révolution, c'est la fin de la Révolution, Patrice Galliffet, on peut dire. C'est au moins la fin de la Révolution dans sa phase maximale, dans sa phase de grande intensité. C'est-à-dire qu'ensuite, on en revient au jeu parlementaire, le discours va devenir beaucoup plus prosaïque, sur les intérêts du jour, les conflits de partis, etc. Mais c'est la fin de la grande époque où l'on attendait une régénération totale. Dans ce sens, c'est la fin. Vous avez cité Ceausescu, c'est assez intéressant parce que je crois que François Furet un jour avait dit qu'au fond, après Robespierre, Staline. Est-ce qu'on peut dire que Robespierre, au fond, c'est un peu l'archétype des dictateurs du XXe siècle? Je crois pas, parce que s'il avait été Staline, il aurait gagné, d'abord. C'est-à-dire qu'il aurait fait tuer, effectivement, et sans autre forme, ses adversaires, alors que là, il veut les faire tomber par un vote parlementaire. Donc, dans un sens, c'est une chose un peu bizarre, amphibie, qu'on pourrait appeler un dictateur parlementaire. Et il annonce plutôt le pouvoir qu'a exercé Thiers au moment de la Commune de Paris, plutôt que les dictateurs modernes du XXe siècle. Merci en tout cas Patrice Galliffet de nous avoir rappelé, on arrive au terme de cette émission, de nous avoir rappelé un petit peu à travers le personnage de Robespierre ce qu'était la terreur, ce que vous faites aussi dans un excellent livre publié chez Fayard récemment, La politique de la terreur. Sur Robespierre, j'aurais beaucoup de livres à recommander, beaucoup sont anciens, on peut peut-être mentionner de Max Gallo, L'homme Robespierre, publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film de Richard Effron, La Révolution française, les années terribles, disponible en cassette vidéo. Et puis je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur Internet, sur le site franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives et les références bibliographiques complémentaires, puisque je n'ai pas pu citer tous les livres qu'il faudrait lire pour mieux comprendre le sujet. Mais vous pouvez aussi retrouver la bibliographie de l'émission en téléphonant tout simplement au service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benjamin de la Gâtinais, documentation Elsa Boublil et Christine Huillarkhan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.